Bienvenue dans Montagne en poésie sur RCF Jura. Alors, je commencerai cette émission par une citation du philosophe Baptiste Morisot. Dans chaque morceau de pain, du blé cultivé ici que nous mangeons, il y a une richesse qui vient de la forêt primaire encore existante. Cet énoncé a amené la Maison de la Poésie transjurassienne, avec un petit collectif de diseurs et diseuses, à s'associer au programme Élémentaire, Alimentaire, proposé par la commission animation de la foire bio de Longchaumois les 21 et 22 octobre prochains. Comment mieux faire connaître des productrices et producteurs locaux en faisant entendre la diversité de ces voix intérieures qui nourrissent leur choix de vie? C'est ce à quoi ont réfléchi ces diseurs et diseuses que vous rencontrerez samedi 21 et dimanche 22 octobre à partir de 14h sur la foire bio de Longchaumois. Une manière de poser pied sur terre avant de s'enforester le week-end suivant, 28 et 29 octobre, lors d'un manifeste sur la forêt dont nous vous parlerons dans la deuxième partie de cette émission avec notre second invité, Nicolas Dezonnet, paysan et maraîcher à Saint-Quétral, un jardin qui côtoie la Maison de la Poésie. Comment éclairer la relation entre producteurs et consommateurs? C'est aussi le sujet du livre de Blaise Hoffmann que vous pourrez rencontrer sur la foire bio le dimanche à 11h et que nous accueillons à présent dans cette première partie d'émission pour parler avec lui de son livre Faire paysan, sorti en 2023 aux éditions Zoé à Genève et qui depuis, il faut le dire, fait un tabac dans les librairies et sur les médias. Bonjour Blaise. Entre reportages de terrain et réflexions plus intimes, vous brossez le portrait du monde agricole de la Suisse romande en tentant de faire le lien entre vie paysanne et vie citadine, trop souvent opposées par méconnaissance de l'autre. Vous-même, vous êtes fils et petit-fils de paysans, et si la vie vous a amené à voyager à travers le monde, c'est finalement au milieu des vignes, dans votre terre natale, non loin de Morges, entre Lausanne et Genève, que vous vous êtes posé pour écrire, mais aussi pour partager votre passion pour le vin. Soit dit en passant, votre chasselas reçoit depuis 2018 le label Terravin, qui offre en Suisse la garantie d'un chasselas sublime par son climat et son terroir. Blaise, qu'est-ce que vous gardez de cette enfance au contact de la vie animale et végétale, et comment vivez-vous aujourd'hui ce retour parmi le monde agricole après en être parti? J'ai grandi, donc j'ai eu cette chance de grandir pendant 20 ans dans une ferme encore active, dans un petit village qui s'appelle Villars-Souillan, 400 habitants, on est proche de Morges, proche du lac Léman. Et puis après on s'en va, et puis on a l'impression qu'on n'en garde pas grand-chose de cette enfance, mais c'est un bagage très solide, et je m'en suis aperçu avec l'écriture de ce livre. Donc moi je viens de là, des parents paysans, des grands-parents paysans, des cousins, des tantes, des oncles paysans. Après j'ai voyagé, après j'ai fait journaliste, j'ai fait enseignant, toutes sortes d'autres métiers qui m'ont éloigné de la terre. Et puis il y a eu un moment en Suisse en 2021 où la population a été amenée à voter pour ou contre les pesticides ou les produits phytosanitaires, ça dépend de quel camp on se trouve. Et puis moi j'étais complètement tiraillé là, dans ce débat en Suisse, entre des citadins qui avaient des solutions toutes faites, et parfois des raisonnements assez hors sol. Et puis les gens de mon village, par exemple, ou toutes sortes de personnes de l'agriculture qui ont un peu de peine et qui sont un peu trop convaincus de leur pratique. Et moi, je siais à essayer de convaincre les paysans d'en faire plus, et puis d'essayer de remettre un petit peu de la terre sur les souliers des citadins. Et de ce tiraillement est né ce livre. Est-ce qu'il vous semble qu'avec ce livre, vous avez comblé justement ce fossé entre paysans et citadins? Non, bien sûr que non, mais c'est une très très bonne nouvelle. Je pensais qu'en écrivant un livre sur l'agriculture, j'étais condamné à
à ne pas le voir, disons, se multiplier. Et puis là, j'ai vraiment eu déjà la preuve que c'est un thème qui intéresse tout le monde, peut-être pas seulement l'agriculture, mais vraiment l'alimentation. On a compris qu'on ne parle plus d'agriculture comme quelque chose d'abstrait, c'est nos 3 repas quotidiens dont on parle, donc ça touche absolument tout le monde. Et puis avec ce livre, j'ai pu faire énormément de rencontres là en 6 mois, passablement en France, entre Toulouse, Montpellier, Saint-Malo, Paris, en Belgique, et puis beaucoup en Suisse, et dans des lieux aussi différents que des instituts culturels, des festivals vraiment 100% littéraires, et puis beaucoup de fermes, des fermes conventionnelles, des fermes biologiques, et faire des rencontres. Et pendant ces rencontres, moi j'ai un rôle plutôt de médiateur, parce que j'ai pas un livre qui propose des solutions, j'ai un livre qui, je l'espère, secoue simplement, quelles que soient les convictions qu'on a. Et j'essaye d'amener, durant ces rencontres, tous les participants à prendre la parole, les terriens, les terriennes à raconter leur vécu, les autres. Et généralement, les rencontres durent des heures après la rencontre autour d'un verre. Et c'est ces discussions-là qui sont pleines d'espoir. Donc pour vous, ce livre est très positif. Alors bon, c'est un livre sombre parce que Oui, on mais vit dans une société. dans l'objectif qu'il a aussi de permettre de parler du sujet et de se rencontrer en face de soi des lecteurs très très nombreux. Oui, ouais, ouais. Alors, pour l'instant, c'est la meilleure vente, tout, tout, euh, tout rayon confondu en Suisse romande en 2023. Donc, c'est vraiment une grosse surprise. Mais c'est au-delà du chiffre là, des ventes. Ce qui est intéressant, j'avais pu le vivre il y a 15 ans avec un autre livre qui s'appelle Estive, qui est le récit d'un moutonnier. J'avais pu garder 1 millier de moutons dans les Alpes vaudoises, donc en Suisse. Et puis je l'ai raconté un peu comme un récit de voyage, en cassant un peu ce romantisme du berger, en totale harmonie avec la nature, en essayant de raconter qu'est-ce que c'est concrètement la vie d'un berger. Et puis ce livre m'avait déjà fait voyager beaucoup entre les bergeries, les étables, les fermes, et les cercles littéraires et cercles de lecture. Et j'avais beaucoup aimé cette expérience, et là je suis en train pour l'instant de revivre ça. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que c'est une bonne nouvelle. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la manière dont vous l'avez écrit. C'est-à-dire qu'il y a énormément de rencontres, de témoignages, d'analyses. Alors il y a ce côté reportage, mais il y a aussi ce côté intime, sensible, lié à votre famille et à vous, à vous-même, puisque vous vous positionnez aussi dans le livre sur ce sur ce qui est fait, sur ce qui est proposé. Oui, on l'a décrit comme un olni, un objet littéraire non identifié. C'est-à-dire que les libraires sont toujours un peu empruntés quand il s'agit de le classer. Parfois il est en durabilité, parfois il est en littérature suisse, parfois il est encore ailleurs. Et puis je crois que c'est un livre qui me ressemble. J'ai commencé par en faire une sorte de reportage, donc d'utiliser les outils du journaliste, d'aller rencontrer toutes sortes de paysans, de la grosse entreprise technologique conventionnelle jusqu'à la petite collectivité de micro-maraîchage bio-intensif low-tech. Et puis après, je me suis aperçu que ça suffisait pas, il fallait essayer de comprendre le système, d'une part l'histoire, et puis également le système agrochimique, agroalimentaire, grande distribution, pour comprendre ce qui se passe dans l'agriculture aujourd'hui. Donc le journalisme, l'essai, et puis après, je voyais bien que ça remuait en moi toutes sortes de choses, dont l'enfance, dont on a parlé en début d'émission. Et puis là, on rentre en littérature. Et puis c'est quelque chose qui est très important pour moi, parce que je ne crois pas qu'on fera évoluer l'agriculture avec des pourcentages, des enquêtes, des chiffres. C'est en faisant se rencontrer les gens, c'est l'émotion. C'est l'émotion, c'est exactement ça, moi, que j'ai trouvé assez formidable, et comment finalement, avec des mots simples, vous présentez la complexité et aussi cette contradiction entre l'indifférence des uns et puis la conviction des autres. Et ça, c'est assez formidable. Enfin, c'est même très, très, très bien, et c'est rare. Et c'est quelque chose qui vous est venu assez spontanément, le fait d'arriver vers cette proposition finale qui finalement nous montre tout de même un paysage agricole en constante reconversion. C'est bien vers ça que vous avez envie d'aller,
Oui, non? Oui, bien Ouais. sûr, oui, oui, bien sûr. Bah, de toute manière, C'est plus que bon. Oui. l'agriculture tend au rythme bio, avec ou sans label, qu'importe, mais on y sera dans 10 ans, dans 15 ans. C'est pas vraiment trop le propos du livre. Le propos était plutôt un propos humain, psychologique. Et on parlait là des bienfaits d'une enfance à la ferme. Moi, je crois que c'est aussi d'avoir les codes, de pouvoir encore communiquer. Je peux bavarder tranquillement avec des terriens. Je me sens pas complètement mis de côté. Et puis j'avais envie, voilà, de trouver une autre manière de consommer cette campagne, pas simplement pour le calme, le sport, la détente, mais d'aller rencontrer les paysans, les paysannes. Paysans, ça veut dire les paysannes, les gens du pays, les gens du paysage, ceux qui façonnent le paysage. Et puis plutôt que de les juger et de les condamner, d'essayer de comprendre pourquoi ils font ces choix, quelle est la complexité de leur vie. Et voilà, on s'assied à table, généralement on ouvre une bouteille, et on parle du domaine, et c'est là qu'il y a une connaissance qui vient d'en bas, qui est concrète. Et c'est ça que j'ai essayé de chercher avec le livre. Et est-ce que vous avez eu le sentiment, à travers toutes ces rencontres, qu'il y avait un virage qui était en train de se faire en cours ou est-ce qu'on a déjà dépassé le virage ou est-ce qu'on va vers le virage? Non, bon après, ce que je trouve étonnant, c'est qu'on a une société qui vit n'importe comment, et puis qui voudrait avoir une agriculture saine, 100% bio. Je trouve ça assez naïf finalement. Mais tout de même, là je le vois avec ce livre, c'est vraiment, il y a un changement. On est en train de vivre une époque très intéressante, et puis il y a eu des accélérateurs, il y a eu la pandémie, beaucoup de ventes directes et autres, de circuits courts. Il y a eu la crise en Ukraine, et il y a encore la crise en Ukraine qui pose une réflexion sur l'autonomie alimentaire. Le réchauffement climatique, il y a beaucoup de choses qui font que le monde est en train de changer, et on le voit simplement dans les écoles d'agriculture. Dans ma région, il y a non seulement 40% de femmes, mais il y a surtout énormément de néo-ruraux, beaucoup de gens qui ne sont pas du métier. Il y a beaucoup de gens qui reviennent à ce métier d'agriculteur, d'agricultrice à 30 ans, à 40 ans. Et ça, c'est du sang neuf. C'est des gens qui ont fait d'autres métiers, qui viennent d'ailleurs. Et on le voit, ça bouge dans tous les sens. Et les instances dirigeantes paysannes n'arrivent plus à réunir en fait tous les visages actuels de l'agriculture. Est-ce que c'est justement dans ce rapprochement entre ruraux et néo-ruraux, finalement, qu'on va pouvoir faire bouger l'industrie agroalimentaire? Je crois qu'on ne peut pas changer l'agriculture sans les agriculteurs. Il faut embarquer tout le monde avec. Et puis surtout, il ne faut pas mettre l'un contre l'autre, petits consommateurs, petits producteurs. C'est un tandem qui est vraiment le tandem gagnant. Et puis c'est ce tandem-là qui va lutter en haut. En Suisse, on se bat beaucoup maintenant contre la grande distribution, qui fait des marges encore bien plus grandes qu'en France, qui n'a aucune transparence. Là, ça bouge en ce moment. Pour l'agrochimie, ça bouge un peu moins, mais avec notre fleuron de la chimie balois, Syngenta. Mais oui, c'est évidemment de la rencontre et de la compréhension réciproque du consommateur et du cultivateur que le changement va venir, à mon avis. C'est là-dessus que la foire bio s'est engagée de Longchamp cette année, justement dans comment on aborde cette rencontre entre le producteur et le consommateur. Et on espère que peut-être dans les 10 prochaines années, le bio sera de rigueur. Oui, mais on le voit partout, ça tourne. Le conventionnel, là on est sur un balcon, sur une terrasse devant chez moi, on voit tous les champs qui sont là. Il y a 2 parcelles d'agroforesterie, il y a beaucoup de méthodes pour éviter les engrais au printemps. C'est de loin pas parfait, il y a encore beaucoup de chemin, mais les changements se font. Merci beaucoup Blaise Hoffmann. Et on vous retrouve sur la foire bio le 22 octobre. Ouais, avec grand plaisir, je me réjouis. J'ai lancé en début d'émission cette citation du philosophe Baptiste Morisot: « Dans chaque morceau de pain,
du blé cultivé ici que nous mangeons, il y a une richesse qui vient de la forêt primaire encore existante. Alors, c'est à partir de cet énoncé que l'association Saut de Frontières Maison de la Poésie Transjurassienne a tissé le fil qui relie alimentation et forêt sur 2 week-ends dans le Haut-Jura. Pour faire écho au livre de Blaise Hoffmann, Faire paysan, nous rencontrons dans cette seconde partie d'émission Nicolas Dezonnet, paysan maraîcher à Saint-Quétral. Bonjour Nicolas. Est-ce à dire qu'à l'avenir, il nous faudrait imiter la forêt en commençant peut-être par l'observer, sentir, deviner, puis expérimenter. Commencer par sensibiliser le consommateur aux règles naturelles. Est-ce que la forêt pourrait permettre de rétablir la connexion entre monde forestier et monde agricole ? Alors, comment vous, Nicolas, maraîcher, vous vous êtes intéressé à cela en agençant votre activité au paysage ? Les systèmes agricoles sont des systèmes très, très divers et complexes, avec des interactions multiples. Donc l'arbre est une évidence sensible dans un premier temps, puis plus on s'y intéresse scientifiquement, au plus on voit qu'il est le fondement même des écosystèmes viables, durables, ce à quoi notre agriculture est aujourd'hui confrontée, c'est-à-dire qu'en 70 ans, nous avons pillé tous les sols fertiles de France, pour ainsi dire. Donc 70 ans, c'est extrêmement court. Ce pillage-là mettra 100 ans, 1000 ans à être établi. La fertilité initiale qu'il y avait il y a 70 ans mettra des siècles à être restaurée. Et l'arbre est le maillon manquant dans notre compréhension de l'agriculture et dans la pratique que nous avons. Le monde forestier et le monde agricole sont séparés. Il nous faut rétablir la connexion en lien direct avec la forêt pour respecter le cycle de l'eau et du carbone. Oui, voilà, l'arbre permet tous les cycles du vivant. Eau, carbone, azote, phosphore, régulation climatique. Il assure toutes les fonctions, sauf celle de nous fournir de la nourriture abondante et régulière chaque année. C'est pourquoi, quelque part, l'homme s'est mis à pratiquer l'agriculture, parce qu'elle fournit beaucoup, beaucoup plus de nourriture que la forêt. Et c'est de là que nos civilisations se sont développées. Mais ça a été une erreur colossale que d'exclure l'arbre, et fort heureusement, c'est une erreur récente dans l'histoire, puisque l'arbre a côtoyé tous les paysans jusqu'à la Révolution verte qui a moins d'un siècle. Un siècle a fait quantité de dégâts, mais à la fois dans les terres et dans les mentalités. Aujourd'hui, on n'est plus paysan, on est exploitant. C'est une idée inverse. On ne dessine pas les paysages, on en tire la substantifique moelle comme une mine. Et quand elle est vide, on change d'espace. Alors comment vous, Nicolas, vous avez choisi de mener votre travail de maraîcher ? Je l'ai choisi de façon engagée économiquement, dans un mouvement de décroissance. Ça passe par l'attraction animale chez moi, ça passe par des petites surfaces, ça passe par de l'autonomie sur la fertilité, sur les semences, sur les savoir-faire, qui est le point le plus important. Et le paysan était avant tout un être de savoir-faire. Dans une ferme, on savait tout faire. Peut-être que rien n'était aussi performant que dans une usine, mais par contre, on était résilient à tout ce que la nature peut nous réserver, et on savait ainsi l'accueillir, et non la combattre. Et alors, du coup, sur votre propriété, votre jardin, qui fait quelle dimension ? Mon jardin se situe entre 15 et 20 arts, et je travaille sur une surface qui approche les 4 hectares. La majorité des terres dans le Haut-Jura sont évidemment impropres à la culture, trop pentues, trop peu de terre. C'est des espaces destinés aux herbages, où je laisse pousser des arbres là où il m'arrange, où je plante ce que mon envie me guide, là où mon envie me guide, et de façon non commerciale, j'essaie de réintroduire des céréales, puisqu'il n'y a plus une seule céréale depuis longtemps à 900 mètres d'altitude dans le Jura, et donc j'ai introduit une collection de blé ancien. C'est encore en développement, c'est en très bonne voie.
Cependant, ce ne sera jamais une activité commerciale, puisqu'aujourd'hui, le jeu des primes agricoles font que la culture paysanne des céréales est absolument non concurrentielle face au pétrole qui coule à flot, aux machines de 500 chevaux et au pillage des terres qui est encore une fois exercé dans les plaines. Nicolas Dezonnet, les 28 et 29 octobre prochains, vous allez participer au manifeste pour la forêt à Saint-Quétral. Une invitation à se réapproprier les règles et les lois naturelles. Comment situez-vous votre place dans ce projet ? Ma ferme étant agroforestière, en fait, elle est le lien entre l'agriculture et la forêt. Et c'est dans ce cadre-là que une visite est prévue et j'espère réussir à transmettre qu'il faut prendre conscience que la nature a son fonctionnement propre et c'est à nous de nous insérer là-dedans et non à nous de dicter notre volonté comme nous avions pensé pouvoir le faire. Le public va donc pouvoir visiter votre ferme le samedi matin, rencontre au cours de laquelle vous exposerez votre conception de ce à quoi pourrait ressembler l'agriculture du futur en interaction avec la fertilité forestière et animale. Puis nous nous rendrons à pied sur le site de la forêt de la Couronne pour une visite commentée d'un chantier de coupe en forêt avec le débardeur Florent Dallot et ses chevaux de traction animale. Quelle est la qualité de votre coopération ? Très bonne. Florent, il a passé sa carrière en traction animale, donc il est à l'évidence plein de savoir-faire, même si le cheval et le bœuf sont deux animaux différents. C'est à la fois l'engagement d'une vie, que de ne pas prendre les chemins faciles dictés par l'industrialisation galopante. C'est également la reconnaissance, c'est une forme de reconnaissance à Florent que de choisir de le faire intervenir. Au retour, la fruitière de Saint-Quétral nous accueillera pour débattre de différentes thématiques présentées par plusieurs intervenants, dont Axel Péric, chargé de mission forêt Grand Tétras au Parc naturel régional du Haut-Jura, vous-même, Florent Dallot, Maxime Déron, bûcheron sensible Scope d'Arbre à Z, membre du réseau pour des alternatives forestières, et des jeunes aussi, résistants créatifs, porteurs de projets, Mathéo et son projet de scierie en forêt de Joux. Alors, Nicolas, cela vous paraît-il important d'associer les questions de citoyens propriétaires ou non de forêt avec des acteurs engagés, des représentants de communes, des techniciens experts forestiers, voire même des ingénieurs diplômés qui s'installent sur une terre ou dans la forêt pour y travailler? Est-ce que vous pensez que le changement pourrait venir de cette rencontre et compréhension mutuelle? Aujourd'hui, c'est simplement indispensable et malheureusement, il n'y a plus d'autre voie parce que c'est triste de placer la responsabilité sur les épaules des individus, mais nos systèmes politiques sont en échec. La démocratie représentative ne représente plus personne. Donc il y a, je crois, pas grand-chose à en attendre. Et aujourd'hui, effectivement, chacun, une fois informé, juge de ce qu'il doit faire. Et donc la communication, l'échange, le débat et même l'esprit de controverse sont sûrement à la base d'une société, en tout cas, que je trouverais désirable. Au cours du dimanche 29 octobre, dès le matin, les habitants de la forêt de la Couronne nous accueilleront pour partager avec eux exploration, récits d'expérience, école du dehors, micro-monde souterrain, balade respirée avec les arbres, construction de futiles abris et utiles objets, histoire perchée. Est-ce que cette mise en pratique de nos capacités à imaginer et à créer à partir de ce que nous offre la forêt, participe à la recherche de notre place dans l'écosystème du vivant? L'argent, qui est l'intermédiaire systématique et nécessaire, nous empêche de posséder nos vies. Et quand on peut se réapproprier des savoir-faire, sans chercher à être ermite, à aucun moment, quand on s'approprie des savoir-faire, on possède nos vies. C'est, je crois, la plus grande satisfaction que le travail peut nous apporter. C'est pas gagner de l'argent, c'est faire quelque chose d'utile et qui nous a apporté du plaisir. Du plaisir, de l'émotion, celle de la littérature portée par des lecteurs, chanteurs, conteurs, qui l'après-midi rencontreront
ce peuple en marche vers la forêt pour ensemble y construire des rêves. Montagne en poésie, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous à Longchaumois les 21 et 22 octobre pour la foire bio, afin d'y retrouver Blaise Hoffmann, puis à Saint-Quétral les 28 et 29 octobre pour le programme Manifeste pour la forêt. Tout cela est à retrouver sur le site de sautefrontière.fr. Attention, inscrivez-vous. À bientôt sur Montagne en poésie.